Auditeurs et auditrices de Watt FM sur la fréquence 100.7, téléspectateurs et téléspectatrices de True TV au numéro 254 du bouquet Canal+, et sur la fréquence multiplex de la TNT. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la deuxième convocation du tribunal de l'actualité. Il est de coutume, je suis accompagné par les juges au siège, doyen des juges Geoffroy Bara, bonjour. Bonjour Président Kaboré, bonjour juge Bougma, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Juge Bougma, bonjour à vous également. Oui, bonjour Président Kaboré, bonjour Madame, Messieurs, bonjour juge Bara. Pour cette deuxième convocation de la semaine, le tribunal de l'actualité reçoit là-bas le diplomate, ancien ambassadeur du Burkina au Japon, en Corée, aux Philippines, en Australie et dans plusieurs autres pays. Également, ancien directeur général de la coopération bilatérale, François Oubida. Avec lui ce matin, il sera question de la thématique « Quelle diplomatie pour une Afrique souveraine ?» Bonjour et bienvenue à la barre du tribunal de l'actualité. Bonjour Monsieur le Président, bonjour aux juges. Bonjour. Sur ce, je déclare ouvert la deuxième convocation du tribunal de l'actualité et c'est parti pour les avant-propos. Juge Bara, qu'est-ce qui retient votre attention pour la présente convocation? Oui, merci Président. Ce qu'on a appris hier, c'est un léger report des élections pour ce qui est du Mali. L'annonce a été faite, on a entendu les raisons qui ont été données. Il y a du technique et puis il y a aussi du politique. Parce que quoi qu'on dise aussi, sur la question des données, il y a le Mali qui parle d'une prise en otage des données de ce qu'ils ont avec une entreprise française qui donc leur offrait des services, et au cœur de cela il y a une somme quand même de 5,2 milliards de francs CFA qui est réclamée par l'entreprise. Le Mali qui dit qu'il ne paie pas parce que dans le contrat il a observé un certain nombre d'éléments. Maintenant, on se pose la question, s'il y a une prise d'otage, quand est-ce que ça va être décanté, tant que le Mali dit qu'il ne paie pas. Et puis, il y a la question aussi de la prise en compte de certaines réformes. Et c'est ce que disait évidemment le Mali sur ces questions. Bon, ces réformes, et puis prendre en compte aussi le maximum de Maliens, notamment avec les révisions pour ce qui est des listes, et prendre en compte la période octobre à décembre, donc à partir de janvier 2024. Donc ce sont des éléments qui sont mis sur la table. En tout cas, il y a des éléments en tout cas techniques qui dénotent de ce que, en tout cas, ça va être difficile dans de pareilles conditions de pouvoir organiser des élections. Peut-être qu'il veut faire des élections aussi qui soient celles qui aient l'assentiment de tout le monde. Voilà pourquoi il parle de prendre en compte en tout cas des Maliens qui logiquement devraient avoir le droit de vote d'ici là. Maintenant, comment ils vont régler le problème du recensement administratif à vocation d'État civil RAVEC, dont le prestataire IDEMIA, nous dit-on, garde tout, et donc c'est un genre de prise d'otage. Je me demande comment la solution va être trouvée. Bien, ils vont décider de reprendre tout à la malienne, parce que ce qu'ils veulent, c'était le reversement de toutes les données par IDEMIA au Mali pour une gestion domestique de ces données-là. Maintenant, si vous dites que vous ne payez pas, bon, on est dans un système où les élections risquent d'être en partie, en tout cas, prises en otage par ricochet par IDEMIA si c'est des accusations qui sont portées. Donc on parle de léger report, mais dedans il y a beaucoup de questions, parce qu'il y a des variables dont on est obligé de regarder maintenant le déroulement après, comment est-ce que ça va se terminer. Donc je ne sais pas pourquoi on dit léger report alors que le cœur même du problème là, il paraît quand même assez lourd. Alors, juge Bougma, quel avant-propos pour cette deuxième convocation? Mon avant-propos, c'est le Niger avec le président Macron, finalement, qui avait dit qu'il ne part pas et qui finalement dit qu'il va partir. Quand je dis partir, je parle d'abord de celui qui le représente, c'est-à-dire l'ambassadeur de la France en poste à Niamey. C'est aussi les militaires français qui sont stationnés. Il avait dit qu'il ne les reconnaît pas comme autorité légitime. C'est finalement Bazoum qui est habilité et c'est le feu vert de Bazoum qui l'attend. Il dit qu'il continue de lui parler au téléphone. Et puis bon, c'est très récent. Et puis tac, dimanche, comme par enchantement, on entend que l'ambassadeur va quitter et que bon, d'ici à la fin de l'année aussi, les militaires, les 1500 militaires
vont également quitter. Bon, en fait, c'est à ne rien comprendre. Pour la diplomatie française, pour la France d'ailleurs, dont sa force, l'une de ses forces d'ailleurs, c'est sa diplomatie, mais avec le président Macron, ma foi, ça dandine, ça titube, ça trébuche, bon, parce que ça on n'arrive pas à comprendre. Même pour ceux qui n'ont pas fait de l'école de diplomatie, il y a un minimum de réalisme. Parfois, c'est même pas une affaire de logique, de diplomatie, non. Il y a une affaire de réalisme qu'il faut savoir. Et comment est-ce qu'on renégocie pour ne pas perdre les intérêts en fonction de la nouvelle donne. Mais le président Macron est resté attaché au respect des principes. Moi, je suis d'accord que quelqu'un respecte les principes. Malheureusement, chez lui, c'est la géométrie variable. Et voilà également pourquoi ça ne marche pas. Ça ne marche pas également parce que quand on voit le ballet diplomatique qui a commencé au Niger, pas plus tard que la dernière fois, on a vu la vidéo de la visite du chef de la délégation de l'Union européenne au Niger, reçu par le Premier ministre. Est-ce que la France à elle seule pourra tenir? Est-ce que les autres pays européens partagent véritablement la façon de faire de la France? Les États-Unis, qui n'ont d'abord pas prononcé le mot coup d'État, se sont arrangés pour signer des accords, changer l'ambassadeur. Bon, je pense qu'il n'y avait que Macron seul qui croyait en cette affaire-là. À telle enseigne que Vincent Evrouet, le célèbre éditorialiste qui parfois ne prend pas des gants contre les pays d'Afrique et surtout contre les dirigeants, cette fois-ci, c'est Macron qui lui-même ridiculise à travers son éditorial. Bon, j'ai dit franchement, c'est Macron seul qui arrive à nous expliquer sur le plan diplomatique et sa politique étrangère ce qu'il fait. Donc, et aujourd'hui, que vaut sa parole sur la balance en ce qui concerne les questions diplomatiques, les questions de relations internationales? Il a à revoir fortement sa copie parce que entre ces affaires, finalement, on ne comprend pas. Donc, c'est une France qui sort encore diminuée. Après le Burkina, le Mali, je ne parle même plus de la Centrafrique. Et c'est dans quel autre pays encore? Donc, franchement, c'est une copie qui doit être revue. Mais bon, j'ai dit aux Africains, plutôt que de dire ses principes, ses intérêts, c'est à nous également, à l'ONU, en connaissance de cause, de savoir renégocier un certain nombre de choses en fonction aussi de nos intérêts. C'est ce que j'avais comme avant-propos. Pour ceux qui nous prennent en marche sur la fréquence 100.7, vous êtes bien à la deuxième convocation du tribunal de l'actualité et nous recevons à la barre ce matin l'ancien directeur général de la coopération bilatérale François Oubida, qui est également diplomate. Messieurs les juges, le convoqué est à vous pour des questions de généralité. Bon, question de généralité, en ce qui concerne notre sujet enrôlé, moi j'en ai. Je suis sûrement curieux de poser la question de savoir quand il y a l'Assemblée générale des Nations Unies, comment est-ce qu'on prépare, comment ça se prépare pour aller prendre part. Les différents pays se préparent comment? Non, merci de me donner la parole. Bon, je ne suis pas un expert des Nations Unies, donc je vais partager avec vous mon expérience. Et je suis resté aux Nations Unies pendant 7 ans. Et c'est sur cette base-là qu'il me reste un certain nombre de souvenirs que je vais partager avec vous. Alors, l'Assemblée générale, et bon, comme vous le savez, dans tous les cas, les Nations Unies ont des organes permanents. Et l'un des organes, c'est l'Assemblée générale. Et l'Assemblée générale est l'organe dans lequel tous les pays peuvent siéger au même moment. Voilà, les 193 pays se retrouvent. Et chaque année, l'Assemblée générale organise un débat au cours d'une de sa session, un débat bloqué entre le mois de septembre et le mois de décembre. Et l'Assemblée générale peut débattre de toutes les questions qui tombent dans la coupe des Nations Unies. Et ça, c'est bien. Maintenant, pour la préparation, et bon, vous savez que également les États sont représentés au niveau des Nations Unies avec des représentants permanents, des ambassades. Et la préparation se fait avec l'appui de ces représentants permanents. Mais au niveau du secrétariat général, puisque le rôle du secrétaire général, c'est justement de servir de secrétariat aux différents organes des Nations Unies. Donc, le secrétariat général prépare les questions qui seront à l'ordre du jour de l'Assemblée générale et les communique aux États. Et demande aux États de faire connaître leurs délégations, ceux qui vont les représenter. Et généralement, les listes doivent être communiquées au secrétaire général des Nations Unies une semaine avant.
Et vous avez normalement droit à 5 délégués titulaires et 5 adjoints. Mais vous pouvez élargir vos représentants par des techniciens, autant que vous en voulez, en fonction des questions qui sont à l'ordre du jour. Et donc, une fois que la liste a été transmise au niveau du secrétaire général des Nations Unies, il y a la validation des pouvoirs. On valide les pouvoirs et on programme les interventions. Et généralement, c'est par tirage au sort d'une manière et en fonction du niveau de la représentation. Les chefs d'État vont d'abord parler, ensuite les premiers ministres, les ministres des Affaires étrangères et puis les autres, jusqu'aux ambassadeurs, éventuellement les conseillers qui peuvent prendre la parole pour les États qui ne peuvent pas se faire représenter à d'autres niveaux. Donc voilà un peu comment ça se prépare. Et une fois les délégations arrivées sur place, bon, le chronogramme est respecté. Normalement, la session est ouverte par le pays hôte, suivi du Brésil. Voilà, pour des raisons protocolaires et historiques. Ce sont ces pays-là qui parlent toujours les premiers. Et ensuite, maintenant, on échelonne les autres chefs d'État. Donc voilà à peu près comment se passe la préparation de l'Assemblée générale des Nations Unies. Mais je dois souligner aussi que l'Assemblée générale ne s'arrête pas en décembre. Ça dure toute l'année. C'est-à-dire, après la séance bloquée, elle se réunit sporadiquement sur des questions spécifiques. Et la clôture se fait d'ailleurs le jour de l'ouverture de l'autre session. Voilà. D'accord. Donc, 5 délégations titulaires, 5 délégations. Donc, la liste est validée avant. Donc, après aussi, il y a les travaux de commission qui se poursuivent. Mais là, absolument. Voilà, vous avez parlé de la programmation. Est-ce que c'est par continent, c'est par pays, c'est par ordre de demande d'intervention? Pour les interventions, c'est chaque pays qui demande ou comment ça se passe? Parce qu'il doit passer à la tribune. Donc, quand vous allez, la parole vous est donnée d'office, à moins que vous ne vouliez pas parler. Or, votre participation à l'Assemblée générale, c'est de vous exprimer, de faire connaître vos positions. Donc, une fois que vous avez donné l'information concernant la qualité de votre chef de délégation, bon, j'allais dire qu'il y a plusieurs chapeaux. Il y a les chefs d'État, il y a les premiers ministres, il y a les ministres des Affaires étrangères et il y a les autres. Un ministre des Affaires étrangères ne peut pas parler avant ou pendant le passage des chefs d'État. Donc c'est vraiment bien organisé. Et on tire au sort. En dehors de ceux que j'ai cités, le Brésil et puis les États-Unis, le reste on tire au sort. Et puis bon, vous passez. Des fois, bon, on peut, maintenant, s'il y a des problèmes, vous pouvez négocier avec un pays donné pour voir comment. Bon, mais habituellement, on fait en sorte qu'il y ait justice, que personne ne se plaigne de son ordre de passage. Voilà, c'est ça. Alors, je vais question de généralité. Bon, question de généralité, bon, on est un peu aussi dedans en même temps. On a remarqué que lors de la dernière session de l'Assemblée générale de l'ONU, il y a le Niger, en tout cas qui n'a pas pu on va dire, y participer comme en tout cas ils le voulaient. Ils ont eu une dénonciation, ils ont parlé de la perfidie de Antonio Guterres et aussi de l'implication de la France dans l'obstacle qui leur a été donc opposé. Et ils disent qu'ils avaient même envoyé 2 lettres de demande. Est-ce que, logiquement, bon, on a 193 pays présents, est-ce que, logiquement, il y a des postures principielles qui font que, quand il y a un coup d'État, on peut dire que le président ne vient pas, ou bien comment ça fonctionne, notamment pour qu'on comprenne un peu le cas nigérien? Non, je crois que pour ce qui concerne la représentation aux Nations Unies, c'est les États, c'est les pays, ce n'est pas des individus. Okay. C'est-à-dire, on ne dira pas que Bazoum est aux Nations Unies ou le président Ibé est aux Nations Unies. C'est le Burkina, le Niger, le Togo qui sont aux Nations Unies. Donc, quand la session est en préparation, on demande à la représentation du pays concerné de dire maintenant, de manière nominale, qui va représenter le pays à la session de l'Assemblée générale. Voilà, c'est ça. Et comme je disais, quand vous envoyez la liste, il y a une validation. Parce qu'il y a un comité et une commission qui est chargée de vérifier les pouvoirs pour voir effectivement si la personne représente
dès lors que la communication a été faite, parce que le règlement, il y a un règlement intérieur de l'Assemblée générale, et c'est dans le règlement intérieur que ces questions sont expliquées. Et la liste doit être fournie soit par le chef de l'État, par le Premier ministre ou par le ministre des Affaires étrangères. Donc ce sont ces trois personnalités-là qui sont des personnalités reconnues internationalement d'un point de vue relations internationales. Donc la correspondance doit être signée par l'un ou l'une de ces trois autorités-là. Maintenant, quand la liste arrive, la commission de vérification des pouvoirs vérifie et fait un rapport au secrétaire général, au secrétariat général. Mais je précise que ce n'est pas le secrétaire général qui gère ça. En fait, le rôle du secrétaire général, c'est un rôle exécutif. Il est là pour mettre en œuvre. Il ne prend pas de décision. Les décisions sont prises par les États. Donc, la commission de vérification des pouvoirs, là, c'était une commission composée par 9 personnalités. Et ces personnalités-là sont nommées par le président de l'Assemblée générale. Le président de l'Assemblée générale est élu ponctuellement pour une année, pour la session de l'Assemblée générale par les États. Et c'est lui qui nomme la commission, les membres de la commission, et la commission lui remet le rapport. Et maintenant, une fois que le rapport est remis, il procède à sa validation par l'Assemblée générale. Donc, en principe, Gutiérrez n'a rien à voir dans cette situation. Bon, je parle sur la base de mon expérience. Je ne sais pas ce qui s'est passé et je n'ai pas eu d'autres informations, mais c'est ça la démarche, comme ça. Mais comme vous savez, tout peut arriver dans ce monde où rien n'est plus comme avant. Voilà. Parce que quand on écoute la partie nigérienne, parce qu'elle dit qu'elle a, vous dites clairement les choses, c'est le pays qui est représenté, voilà, et donc qui donne la liste de ses émissaires. Absolument. Et je pense que c'est l'actuel ministre des Affaires étrangères. Hein. Je pense son nom c'est Yaou. Il a un nom qui est un peu plus. C'est ça, qui était ancien représentant permanent. Voilà, il était l'ancien. Voilà, c'est Yaou justement, Bakary Yaou. Il était l'ancien représentant notamment du Niger à l'ONU. Et donc, lui, il n'a pas été accepté. On a comme eu l'impression, et c'est ce qu'ils disent, de ce que c'est plutôt Massaoudou, l'ex-ministre des Affaires étrangères, qui tentait d'être confirmé par l'ONU. Alors que là, selon les explications que vous donnez, ça ne devrait pas fonctionner comme ça. Ça ne devrait pas fonctionner. Voilà, je vais vous lire ce que, en relation avec l'admission provisoire à la session, ce que dit l'article 29 du règlement. Tout représentant à l'admission duquel un membre a fait objection, c'est-à-dire si dans votre liste on fait objection à qui que ce soit, et l'intéressé siège provisoirement avec les mêmes droits que les autres représentants jusqu'à ce que la commission de vérification des pouvoirs ait présenté son rapport et que l'Assemblée générale ait statué. Ça veut dire que même si on rejetait, il était autorisé à siéger jusqu'à ce que l'Assemblée générale dise non, c'est pas toi de siéger, voilà, nous ne validons pas tes pouvoirs. Mais je ne pense pas que ce soit, voilà, la situation ait été ainsi gérée, et c'est pour ça que je dis, mais bon, il y a certainement des non-dits que nous n'avons pas eu accès, et peut-être que par la suite on aura des explications plus claires sur ce qui s'est caché derrière tout ce bruit-là. Alors, on parle ce matin de la diplomatie adaptée pour une Afrique souveraine, et déjà en généralité on a effleuré le sujet. Il y a eu récemment au niveau de l'ONU des discours, notamment du Burkina, du Mali, de la Guinée. Finalement, quand on analyse, qu'est-ce que vous pensez de ces discours-là en termes de diplomatie? Et bon, en fait, les Nations Unies, et considérer les Nations Unies comme un exutoire, c'est un défouloir. Et les Nations Unies, le rôle des Nations Unies, c'est de permettre à tout un chacun de faire connaître sa préoccupation. Et éventuellement de demander qu'un débat soit tenu autour de ces préoccupations et qu'il y ait une proposition de solution. Proposition de solution dont la résolution devrait également mobiliser la synergie internationale. Donc c'est en quelque sorte ce qu'on attend des Nations Unies. Et le Burkina Faso, le Niger, le Mali et la Guinée vivent une situation de marginalisation
par rapport aux changements dits inconstitutionnels qui se sont opérés dans leur pays. Et ces pays ont été bloqués déjà par la CEDEAO. Et dans le principe des Nations Unies, l'autorité régionale, et sa décision est très importante et guide l'action au niveau de l'Union africaine et au niveau des Nations Unies. Ce qui veut dire que si la CEDEAO a pris des sanctions, les Nations Unies ne peuvent pas lever ces sanctions. Il faut un processus par lequel les Nations Unies seront saisies à un certain moment et possibilité sera donnée aux pays concernés de venir s'expliquer devant les Nations Unies, généralement devant le Conseil de sécurité, et à ce moment maintenant qu'une décision peut être prise, soit pour confirmer la sanction, soit pour alléger ou tout simplement lever la sanction. Donc moi je pense, quand vous lisez ou vous écoutez les discours qui ont été prononcés, bon, chaque pays a dénoncé. Chaque pays a dénoncé. Et d'une manière générale, la démocratie qui nous est imposée, c'est-à-dire le mode de vie que les gens veulent nous imposer et qui, selon les orateurs, ne correspondent pas aux attentes de nos peuples. Donc ça, c'est un élément essentiel qui en ressort. Ils ont dénoncé également, parce qu'à l'heure actuelle, ce qui est à la base de ces changements non constitutionnels, c'est l'insécurité. Les attaques terroristes dans tous les cas, au moins dans les 3 États, Mali, Niger, Burkina. Donc ces pays ont dénoncé le soutien que certaines puissances apportent à ces attaques terroristes-là, d'une manière directe ou indirecte. Et ça, l'ONU, c'est vraiment la tribune idéale pour parler de ces questions. Et ils ont réaffirmé aussi la volonté de leur peuple de s'assumer. Et ça, c'est un besoin élémentaire. Donc ces pays souhaitent attirer l'attention de la communauté internationale sur le besoin essentiel et sur les préoccupations actuelles de leur peuple. Donc je pense que ces discours ont quand même mis en lumière des difficultés que vivent un certain nombre de pays et pour lesquels les Nations Unies ont le devoir de jeter un coup d'œil et d'apporter un soutien pour régler. Voilà, c'est un peu ça. Et en plus, ces États ont dit, bon, nous, notre priorité, c'est la sécurité. Donc, ne nous parlez pas de démocratie, ne nous parlez pas d'autre chose. Si nous vivons en sécurité, si nos populations ne sont plus attaquées, ne sont plus massacrées, tout va rentrer dans l'ordre. C'est ce que nous tous nous souhaitons afin de pouvoir amorcer nos actions en faveur du développement. Vous connaissez bien les Nations Unies pour y avoir passé environ 7 années. Mais quelle est la portée de ces discours-là quand on sait que depuis plusieurs années, c'est des discours qui se tiennent dans des salles à moitié vides où les personnes intéressées ne sont pas présentes? Et bon, effectivement, ça c'est un problème des Nations Unies où la salle n'est pleine qu'à l'occasion de l'intervention de certains dirigeants de notre planète. Mais toujours est-il, même si la salle est vide, votre discours sera entendu. Parce que le discours est diffusé, le discours fera l'objet d'un écrit ou d'un enregistrement. Voilà, il restera dans les archives. Et vous savez également que la session de l'Assemblée générale est accompagnée de travaux en commission. Il y a 6 commissions. Donc les questions que vous évoquez en Assemblée générale sont débattues en commission. Par exemple, dans la première commission qui s'occupe du désarmement, on posera le problème des sanctions, des blocages au niveau de l'acquisition des armes. La délégation burkinabé parlera de ça. La deuxième commission est une commission qui est chargée des questions économiques. Donc à ce niveau, si vous avez des reproches en matière économique, ces questions-là sont transférées dans cette commission et votre représentant va les poser encore. Et là-bas, la salle n'est pas vide. Les techniciens assistent. La 3e commission, c'est sociale, culturelle et autres. La 4e commission, c'est les politiques spéciales.
La 5e commission s'occupe des questions budgétaires. Et à la 6e commission, qui est la commission juridique, par exemple, le cas du Niger serait débattu là-bas. Les techniciens vont débattre et certainement il y aura une conclusion qui va être reflétée dans un procès verbal et ça peut revenir à l'Assemblée générale sous forme de résolution qui sera adoptée ou rejetée. Pour ceux qui suivent cette audience du tribunal à la radio, le diplomate et ancien directeur général de la coopération bilatérale, François Oubida, est notre convoqué à la barre du tribunal. Juge Bougma, vous avez la parole. Oui, effectivement, vous dites qu'il y a les travaux en commission. Quand il y a coup d'État, il y a les condamnations de principe, de suspension de participer à certaines activités, notamment au niveau du sommet de l'Union africaine. Et puis bon, mais à l'ONU, on les voit qui prennent la parole. Je voudrais savoir, ou bien c'est parce que l'ONU n'a pas pris de condamnation officielle, et si l'ONU doit prendre des condamnations officielles, comment ça se passe? Et par exemple, pour le cas du Burkina Faso, la réaction initiale incombe à la CEDEAO, donc la structure régionale de coopération. Et pour que l'Union africaine s'en saisisse, il faut que la CEDEAO amène la question devant l'Union africaine. Le Burkina lui-même ne peut pas aller poser la question. C'est la CEDEAO qui amène ça. Et pour que l'Organisation des Nations Unies s'en saisisse, c'est l'Union africaine qui est la tribune habilitée à le faire. Accessoirement, la CEDEAO aussi peut le demander aux Nations Unies de se saisir de cette question. Apparemment, cela n'a pas été fait. Mais si cette question est envoyée sur la table des Nations Unies, c'est au Conseil de sécurité qu'il se discute. Voilà. Mais je dis dans ce que j'ai expliqué là, que quand vous parlez même en Assemblée générale, même si c'est devant une salle vide, vos questions sont reprises dans les différentes commissions à travers votre délégation. Voilà, donc l'ordre du jour est souvent composé de près de 200, 300 points. Et des fois, bon, ce qui vous intéresse là peut être inscrit dans un point quelconque. Donc vous attendez qu'on aborde ce point et vous posez le problème. Et ça fait l'objet d'un compte-rendu dans le rapport. Et ça peut revenir à l'Assemblée générale si les débats ont abouti à un projet de résolution. Voilà, qui peut être adopté, qui peut être rejeté. Mais pour ce qui concerne la question de la paix et de la sécurité, là, ça c'est devant le Conseil de sécurité. Et le Conseil de sécurité, à l'issue de ces débats, peut prendre une résolution ou juste un communiqué présidentiel. Un communiqué présidentiel qui dit voilà, nous avons le Conseil de sécurité s'est réuni autour d'une question, voilà la question, il y a eu des débats, ainsi de suite, voilà les recommandations, voilà les conclusions. Voilà, si c'est une résolution, le Conseil de sécurité l'adopte et normalement, comme vous le savez, les résolutions du Conseil de sécurité sont obligatoires, sont exécutoires. Voilà, ça s'impose. D'accord. La délégation du Burkina a été conduite par un ministre, c'était le ministre d'État. Pour certains, au niveau international, le ministre d'État n'est pas reconnu. Pourquoi ce n'est pas le Premier ministre ou le ministre des Affaires étrangères, à défaut que ce soit réellement le chef de l'État? Qu'en pensez-vous? Et bon, il y a les avis divergent effectivement en la matière. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure. Au niveau des relations internationales, il y a des plénipotentiaires, des gens pour lesquels vous n'avez pas besoin d'indiquer aux Nations Unies par écrit qu'ils représentent le pays. C'est le chef de l'État, c'est le Premier ministre, c'est le ministre des Affaires étrangères. Parce que même l'ambassadeur, pour signer certains documents ou pour représenter le pays, a besoin de plein pouvoir pour le faire. Mais il y a des moments où les chefs d'État, les pays ont la possibilité de nommer des envoyés spéciaux. Pour le cas du ministre d'État, bon, les ministres d'État ne font pas partie de la hiérarchie internationale. Donc, je doute effectivement qu'il ait intervenu à ce titre-là. Mais peut-être qu'il a intervenu en tant qu'envoyé spécial. Ça, c'est sur le plan international, ça se fait. Je n'ai pas l'information exacte, mais bon, je me suis posé la même question. Voilà, c'est sous quelle bannière est-ce qu'il a parlé? Parce qu'en principe, ministre d'État, ça ne veut rien dire pour la communauté internationale. Oui, juge Va.
Oui, et parlant du contenu du discours, on a entendu le ministre Bassolman Badié, en tout cas, être très critique à l'endroit même de l'ONU. Il a, en des termes à peine voilés, dit que c'est une institution qui est un peu à la solde d'un petit nombre de pays. C'est comme ça? Bon, bien sûr, vous savez, les relations internationales, c'est la somme des rapports de force. C'est celui qui est plus fort qui, à un certain moment, domine, les faibles subissent. Et c'est comme ça. C'est pour ça que quand vous arrivez aux Nations Unies, vous regardez même la structuration, regardez le Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité, il y a les 5 membres permanents. Et quand il y a débat, quelle que soit la question, s'il n'y a pas consensus au niveau des membres permanents, ça ne descend pas. Les autres ne verront pas voilà, cette portion-là. C'est quand les membres permanents, les 5, ont un consensus, arrivent à un consensus sur une question donnée, que ça s'ouvre au débat. Parce que les autres ne peuvent pas bloquer. Mais à leur niveau, s'il n'y a pas ce consensus-là et qu'il y a déjà blocage, c'est même pas la peine de continuer. À moins que vous vouliez forcer quelqu'un à utiliser son droit de veto sur une question donnée. Bon, habituellement, eux aussi, ils évitent ça. Et ça, c'est au niveau de l'Assemblée générale, les choses se voient un peu moins parce que, par exemple, la présidence de l'Assemblée générale se fait de manière tournante. Au niveau du secrétariat général, c'est un peu la même chose. Ça se fait de manière tournante. Chaque continent, au bout d'un certain temps, désigne son candidat pour occuper le poste. C'est ainsi que l'Afrique en a occupé. Voilà, actuellement, bon, c'est l'Europe et ainsi de suite. Mais quand vous êtes en négociation, admettons que vous êtes en train de négocier sur le désarmement. Bon, quelle influence le Burkina a en matière de désarmement? Donc, ceux qui ont vraiment le poids dans leurs arguments, c'est ceux qui fabriquent les armes. Ça peut être les États-Unis, ça peut être la France, ou bien les plus gros consommateurs des armes. Donc, sur certains aspects, bon, vous êtes obligé de reconnaître que vous ne faites pas le poids d'une certaine manière. Bon, mais c'est pas une raison aussi pour être absent. Parce que les Nations Unies vous permettent, comme je l'ai dit, vous permettent à la communauté internationale de vivre en paix. Et c'est à cause des Nations Unies que certaines initiatives malheureuses ne sont pas prises par certains États. Parce que si c'était comme la jungle, un jour ou l'autre, on peut venir vous occuper. Mais quand ce pays sait qu'en le faisant, il sera sous des sanctions, sous des critiques, il se garde de le faire. C'est pour ça que nous tous, nous sommes un peu protégés. Autrement, bon, s'il n'y a pas de Nations Unies, et il n'y avait pas d'ordre international, et ça allait être comme dans la forêt où les lions mangent les antilopes et puis ainsi de suite. Voilà. Donc ça, les rapports de force, ça c'est ça qui fait la base même des relations internationales. Allez-y, j'en souris parce que je me dis, est-ce qu'on est vraiment sauvé? Parce que même Bassolman Badié prend le cas libyen. On a vu quand c'est sur ces questions-là, bon, ils s'entendent. Et puis ce qui devrait se passer, c'est passé. Malgré que c'était chef d'État, pour ça c'est pas dans le discours de Bassolman Badié, africain, elle dit non, faisons attention parce que ça risque d'être une poudrière, ça va nous impacter tous. Mais ils sont allés, ils l'ont fait. Et il pose aussi un autre problème concernant toujours l'ONU, c'est la question des sièges. Quand on regarde un pays comme le continent africain qui est quand même le deuxième en matière de population, bon, il n'a aucun levier, il n'est pas puissant. Ça, c'est pas une requête qui a commencé aujourd'hui. Absolument, absolument. Si vous prenez le cas libyen, de mon point de vue, il y a eu dol en la matière parce que la question a été intensément débattue au sein du Conseil de sécurité. Et à peine la résolution a été adoptée que les bombardements ont commencé. Donc ça a même surpris certains parce que dans la résolution, on n'a pas dit de bombarder. Bien sûr, la résolution a été prise sous le chapitre 7. Le chapitre 7 autorise l'usage de la force. Mais pour utiliser la force, il y a des modalités que le Conseil de sécurité précise par la suite. Donc ça ne veut pas dire que dès que c'est adopté, il faut aller... Bon. Mais c'est ce qu'on a constaté. Et à l'époque, personnellement, j'ai regretté, il n'y a pas eu de réaction au niveau africain. Tous les pays sont restés
comme ça. Il n'y a pas eu un quelconque boycott de quoi que ce soit pour exprimer le mécontentement. Pourtant, c'est un chef d'État qui était sous les feux des canons de continents étrangers. Voilà, c'est ça. Maintenant, concernant la représentation du continent africain au niveau du Conseil de sécurité, vous savez que le Conseil de sécurité, c'est une architecture qui a été mise en place en notre absence. Voilà. Et ça a été très bien élaboré, c'est bouclé. Certaines choses ne peuvent pas se faire, certaines décisions ne peuvent pas être prises sans le consentement des 5 membres permanents. Et ça pose problème. Voilà. Quand on veut améliorer la manière de travailler, la manière de percevoir au niveau des Nations Unies, on sent toujours des blocages. Mais sinon, il y a sur la table des Nations Unies la question de la réforme. Et le principe même est que rien n'est réformé tant que tout n'est pas réformé. C'est-à-dire, au niveau de l'Assemblée générale, on progresse. Voilà. Bon, la faiblesse de l'Assemblée générale, c'était que ces décisions ne sont pas appliquées. On demande donc au secrétaire général de faire en sorte d'appeler l'attention des États pour faire des rapports sur l'application, ainsi de suite. Mais au niveau du Conseil de sécurité, la question des méthodes de travail a un peu avancé. Mais la question même de l'ouverture des memberships permanents et de l'élargissement pose problème. Au niveau des membres permanents, l'Afrique, à travers le consensus des Illuminés, vous connaissez ce consensus qui a été adopté par les pays africains et dans lequel ils ont clairement défini leur approche pour la réforme du Conseil de sécurité. Voilà, ils demandent qu'il y ait des sièges permanents pour le continent africain et qu'on augmente le nombre des membres non permanents pour le continent africain. Mais c'est une question en débat. Il y a d'autres continents aussi qui le demandent. Mais je dois dire aussi qu'il y a d'autres pays qui, bien que souhaitant l'ouverture des membres permanents, et n'ont pas la même approche que l'Afrique, parce que l'Afrique veut qu'on ouvre et qu'on donne le droit de veto aux nouveaux membres. Certains pays, comme le Japon, veulent seulement être membres permanents, même s'ils n'ont pas de droit de veto. Et ça fait qu'il y a blocage, parce qu'on n'est pas sur la même ligne du combat. Donc c'est ça. Bon, ça va être difficile. Ça va être difficile, mais c'est un combat qui vaut la peine d'être mené. Et je ne sais pas pour combien de temps ça va durer. Mais le blocage même se trouve dans les textes de choses des Nations Unies. D'accord. Quand on écoute un peu les discours, notamment celui du ministre d'État Bassolma Bazié, on a parlé d'hypocrisie de la communauté internationale. Quand on écoute ce qui est revendiqué dans un certain nombre de pays, que ce soit au Burkina, au Niger ou en Guinée, il est beaucoup plus question de souveraineté. Aujourd'hui, quelle est la diplomatie qu'il faut pour aller vers cette souveraineté-là? Est-ce qu'il suffit de dire non à la France et on y est? Bon, je crois que la souveraineté, c'est aussi un état d'esprit. Il faut se dire que depuis notre accession à l'indépendance, nous avons eu l'impression que nous avions besoin de l'aide des pays qui nous ont colonisés pour asseoir notre autonomie. Mais on se rend compte que 60 ans après, rien n'a bougé. Donc, c'est dans ce sens, peut-être, de mon point de vue, qu'il faut regarder. Et il y a comme une prise de conscience que c'est nous-mêmes qui pouvons être les leviers de notre développement. C'est nous-mêmes qui pouvons, par notre engagement, produire pour notre société. Et jusque-là, ça n'a pas été le cas. Et quand vous regardez les sommes qui ont été déversées par la coopération internationale, dans certains pays, dans certains continents, ça a marché. En Europe, il y a eu, après la guerre, donc cet effort-là. Et sur le continent asiatique, vous voyez, les pays comme la Corée ont émergé, l'Indonésie, la Malaisie. Mais en Afrique, on a l'impression qu'il n'y a pas un impact.
Est-ce que nous devons toujours avoir l'œil sur le regard tourné vers ces pays-là, les pays étrangers, pour nous aider à assumer notre propre développement? Je crois que la question a été posée par les jeunes générations, et ce que le Mali, le Niger et le Burkina sont en train d'expérimenter, c'est certainement dans cet ordre d'idées, quoi. Sous Sankara, c'était la même chose. Quand on parle de produits burkinabés, consommer burkinabé, c'est compter d'abord sur soi-même. Et je pense qu'à un moment ou à un autre, il faut qu'on montre que sans ces pays-là, on peut tenir la route, voilà, de manière organisée et atteindre nos objectifs et contribuer de manière forte au développement même de la communauté internationale. Et ça doit être un état d'esprit. Dans la pratique, comment est-ce que cela se met en œuvre? Parce qu'on a vu au niveau du Burkina, du Mali ou du Niger, tout de suite, au-delà du drapeau français, on a vu le drapeau russe. Au Burkina, on a parlé de ces déplacements du chef du gouvernement au Venezuela ou au Nicaragua. C'est ça la souveraineté un peu? Et bon, non, vous ne pouvez pas vivre en autarcie non plus parce que vous voulez vous assumer. Mais vous n'ouvrez pas vos relations à d'autres dans la perspective qu'ils prennent la relève de ceux que vous rejetez. Donc, il faut des relations dans lesquelles il y a compréhension mutuelle. Il y a un vrai partenariat qui est du donnant-donnant ou du gagnant-gagnant. Et quand vous regardez les pays comme Cuba, vous savez la situation que vit Cuba, vous connaissez le Venezuela, l'option idéologique du président Chavez qui est décédé, son successeur, le Nicaragua, vous savez comment c'est. Bon, j'ai visité ces trois pays, j'ai servi même à Cuba aussi pendant 7 ans. Et je comprends très bien ces pays, leur option et pour l'émergence même de leur souveraineté. Voilà. Et la volonté de se départir de la mainmise internationale sur leur avenir. Et ça, c'est la force de ces pays-là. Et je pense que en amenant notre pays vers ces pays-là, l'objectif majeur, c'est un partage d'expérience d'abord, pour voir comment vous avez fait, quelles ont été vos erreurs, comment est-ce que nous pouvons faire pour éviter ces erreurs, et puis, bon, pour au moins être au niveau où vous vous trouvez. Donc je crois que c'est cette lecture-là qu'il faut avoir par rapport à cette réorientation-là. Pas seulement qu'on attend, parce que ces pays ne vont pas... Ces pays ont des difficultés économiques. Si vous prenez Cuba, Cuba ne peut pas nous donner l'argent pour nous développer. Mais Cuba peut nous envoyer des experts, nous conseiller, pour échanger avec nous et voir par rapport à nos difficultés et quels sont les conseils qu'ils peuvent nous donner. En tenant compte de leur propre expérience. C'est un peu ça. Oui, d'accord. Effectivement, par rapport à cette Assemblée générale des Nations Unies, vous l'avez dit, chacun part et peut chercher un partenaire, mais après d'avoir chargé suffisamment la communauté internationale, il y a aussi cette rencontre qui fait débat où le Burkina aussi a présenté son plan de stabilisation. Pour certains, il ne fallait pas, pour d'autres, il fallait. Bon, vous, qu'en pensez-vous? Non, c'est tout à fait. On n'est pas dû aux Nations Unies pour faire connaître nos points de vue. Je pense que c'est le cadre idéal. Tout le monde est là et tout le monde va écouter. Parce que quand les gens rapportent ce que vous dites ou ce que vous faites, c'est là où il y a, vous connaissez, c'est pas le terme journalistique en la matière, mais le faux viendra de là. Mais si c'est vous qui avez dit, tout le monde va prendre note de la situation. Et par rapport maintenant à ce que d'autres vont dire, il y aura débat. Et c'est ça qui est l'élément positif de cette expression-là, de ces discours-là au niveau des Nations Unies. Donc c'est des rencontres qui, en principe, il n'y a pas de problème. Et non, c'est des débats nourris. En principe, il n'y a pas de problème. Et comme je vous ai dit, non seulement il y a le discours à la plénière de l'Assemblée générale, mais dans les différentes commissions, les 6 commissions, vous tenez les mêmes discours, vos représentants reprennent les discours, maintenant sur des points spécifiques en relation avec les compétences de la commission en question, et développent, et les débats de fond se mènent là-bas. Donc c'est vraiment très important. Et à ce niveau-là, la salle n'est pas vide, parce que c'est là où les projets de décision s'adoptent.
Voilà. Oui, je ne sais pas, peut-être, je ne sais pas si c'est la même chose, mais j'essaie de préciser, peut-être que je n'ai pas bien compris la question de Bernard. C'est le discours tenu lors de la session par le ministre Bassolman Bazé, et puis après la dynamique après à rencontrer les bailleurs des mêmes pays qui ont été décriés pour accompagner sur son plan de développement. Je pense que c'est ça. C'est ça en fait. Est-ce qu'il n'y a pas, au fond, quand on regarde, il n'y a pas de dichotomie? Est-ce que voilà, on ne se contredit pas soi-même? Non. Et il faut regarder les choses de manière positive. Par exemple, si nous partons pour faire la promotion de nos priorités, rien n'exclut qu'on rencontre la France pour lui réitérer ce que nous voulons. Ah oui, on le lui dit ici. Bon, par exemple, au Niger, si le Niger était présent, il n'y a pas de rencontre en dehors de ce cadre. C'est l'occasion de les rencontrer pour dire voilà ce que nous voulons et ce que nous attendons de vous. Et je crois que c'est vraiment, c'est normal, c'est ça la diplomatie. Donnez votre point de vue et faites connaître votre point de vue et pour permettre aux autres de mieux vous connaître et de mieux percevoir vos attentes. Comme ça, il y a débat. Et c'est à partir de ce débat-là qu'il y aura une amélioration et une entente. Mais si vous coupez les ponts, la guerre est permanente. Voilà. Il faut le dialogue à tout moment, même si c'est le pire ennemi. Parce qu'il y a des pays qui font la guerre, mais qui se retrouvent encore dans une coopération fructueuse après. Voilà. En définitive, quand on regarde, est-ce que ça solutionne tant les problèmes de ceux qui viennent? C'est une tribune, c'est un genre d'exutoire. On peut regarder, après ça fait un peu pleurnicher aussi. Quand on regarde, c'est-à-dire on vient, c'est son problème du moment, on trouve l'opportunité de venir avec un certain courage tout déballer, mais après on revient à nos réalités avec un monde qui continue de fonctionner comme il en a l'habitude. Quand je prends un point, par exemple, la dénonciation faite par le ministre Bassolman Bazé sur les blocages concernant par exemple l'importation de certains armements, mais est-ce que ça peut trouver solution dans des discussions là-bas où, par exemple, des pays nommément cités peuvent être... il peut y avoir une injonction les concernant pour lever les blocages? Est-ce que c'est des éléments qui peuvent arriver? Et je dois vous dire, pendant mon séjour aux Nations Unies, j'ai couvert la commission des armements, la première commission, qui justement parle des questions des armes. Ceux qui en ont beaucoup, on leur demande de diminuer. Et ceux qui n'ont rien demandent à avoir accès à certaines choses. Par exemple, si vous prenez le nucléaire, il y en a qui en font des armes atomiques. Et nous, notre demande, c'était d'utiliser de manière pacifique le nucléaire. Par exemple, pour faire l'électricité, pour des fins de développement. Donc, ces questions-là, on n'est pas les seuls à les porter. Il y a une certaine catégorie de personnes et de pays, et c'est les plus nombreux. Donc ces questions-là se discutent vraiment, permettez-moi l'expression, œil dans œil. Vous regardez en face et puis vous parlez de ça. Vous savez que ça ne va pas arriver du jour au lendemain. Ils vont développer des arguments contraires, mais il ne faut pas les lâcher. Si vous lâchez, ils ont l'impression que vous acceptez. Donc chaque jour, il faut rappeler. Regardez la question de la Palestine. Chaque jour, on en discute. Depuis combien d'années? Depuis les années 47, où la partition a eu lieu. Rien n'a bougé, mais on en discute. À chaque session, à chaque réunion, dans chaque discours, on va relancer la question de la Palestine, parce que les relations internationales aussi, c'est une question de personne. Si je suis un sentimental, je suis un chef d'État sentimental, il est clair que je verrai autrement certaines questions. Si je suis un va-t-en-guerre à certains chefs d'État qu'on a vus, c'est sûr que je préconiserai la force dans les relations internationales. Dans vos deux exemples, quelle est la posture du Burkina? Non, le Burkina veut un monde apaisé. C'est ça la posture du Burkina. Parce que dans un rapport de force, on n'est pas sûr de gagner. Donc il faut un dialogue, il faut qu'on nous comprenne comme nous comprenons les autres. Quand il y a élection en France, est-ce qu'on intervient? On ne part même pas pour observer parce qu'on leur fait confiance. Si on fait nos élections ici, donc ils n'ont qu'à nous laisser faire, même si ce n'est pas les votes qui se font comme là-bas. C'est les votes qui s'ajustent à nos besoins. Donc
C'est quoi? C'est des relations sociales. Hein. Chacun doit faire confiance à l'autre et accompagner l'autre dès lors qu'il peut avoir la conviction que ça ne peut que contribuer à la stabilité et au développement de l'autre. Je crois que c'est ce qui est important. Et c'est ce que le Burkina demande à travers ses sorties, les discours et les actions, ainsi de suite. Oui, juge Bougon. Oui, ces fortes exigences dont certaines me rappellent d'ailleurs l'époque de colonisation, pour ne pas dire des indépendances, sont très visibles dans les pays francophones. C'est un constat que je fais. Dans les pays anglophones, on entend moins. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Bon, disons que les pays anglophones aussi ont eu leur période, puisque... Oui, et après, ils sont passés à... Ils sont allés à l'indépendance, bon, voilà. Mais la question de la démocratie se pose là-bas aussi. Quand vous prenez un pays comme l'Ouganda, est-ce que... Bon, pourquoi est-ce qu'on doit nous traiter différemment par rapport à l'Ouganda? Voilà, où personne ne remet en cause quoi que ce soit. Si on prend le Rwanda, pour ne citer que ce pays, pourquoi est-ce qu'il y a le président peut faire plusieurs mandats, hein, et avec l'assentiment de la communauté internationale? Donc, ouais, c'est des 2 poids 2 mesures, on ne comprend pas. Est-ce que c'est parce que c'est nous que vous avez cette position, ou bien c'est parce que vous pensez que ce qu'ils font là-bas, ça n'a aucune incidence, le peuple est d'accord, et si le peuple est d'accord, mais de l'autre côté aussi le peuple est d'accord. Donc, en fait, notre appel à la communauté internationale, c'est de prendre en compte d'abord les attentes de nos peuples. Si ce que nous faisons, si ce que le gouvernement fait est soutenu par le peuple, bon, il faut accompagner. Parce que tout doit tourner autour de la satisfaction du peuple, du développement du pays. C'est un peu ça. Dans les colonies, les anciennes colonies britanniques, la Grande-Bretagne n'a pas cette même mise-là, de manière visible comme la France. Sinon, il y a les rencontres du Commonwealth autour de la couronne et des possessions de la couronne. Mais peut-être que les questions qui sont évoquées là-bas le sont de manière plus apaisée et de manière plus consensuelle. Oui, dernière réaction, juge Bahar. Bon, moi, c'est peut-être un commentaire. Moi, je crois que peut-être qu'il y a une France qui est l'ancienne colonie qui est l'ancienne colonie qui est restée présent, mais qui n'a pas utilisé ni les bons outils ni les bons leviers. Mais il n'en demeure pas moins que pour les pays anglophones, quand vous regardez, c'est le soft power qui a été beaucoup plus mis en avant. C'est très lissé. La plupart de leurs hommes politiques, leurs intellectuels, vous verrez, c'est des gens qui, la plupart, ont passé une bonne partie de leurs années là à Londres et à fréquenter leurs universités. Quand ils viennent, c'est un soft power. Ils viennent, ils font le mimétisme même sans s'en rendre compte. C'est ça la réalité aussi. Maintenant, c'est ce que je dis, il y a des modèles, c'est-à-dire il y a des façons de fonctionner qui peuvent être vues d'une certaine façon, mais c'est que la France, elle n'a pas revisité son process. Elle est restée avec un vieux procédé qui est en train de la surprendre aujourd'hui. Mais pour moi, que ce soit les pays anglophones, il y a toujours ce genre d'influence, voilà, peut-être insoupçonnée, mais ça demeure, c'est des éléments qui demeurent toujours. Maintenant, sur la question de la démocratie, moi, je me dis, c'est facile de venir dire qu'au nom du peuple, nous, c'est des modèles qui ne nous intéressent plus. Mais quand ils rentrent au pays, c'est au nom du peuple encore qu'ils parlent et c'est l'assentiment du peuple qu'ils demandent. Si ça, c'est pas la démocratie, qu'est-ce que c'est? Et puis, il y a un autre élément. Ok, il y en a qui voient quelque part l'exemple des dictateurs éclairés. On a eu des gens qui ont fait 27 ans ici. Je ne sais pas si c'est des Martiens qui sont venus les chasser. Donc, ça veut dire que solution ailleurs n'est pas solution ici. Et c'est trop facile de dire, bon, le peuple dit, le peuple veut. C'est normal que il y a des contradictions internes qu'il faut mettre sur la table. Faut pas poser le problème de la façon dont nous utilisons la démocratie de façon électoraliste pour dire que la démocratie n'est pas bonne. Et c'est sur ce commentaire que nous mettons fin à cette deuxième convocation du tribunal de l'actualité. Je rappelle que nous recevions ce matin le diplomate et ancien directeur général de la coopération bilatérale François Oubida. Avec lui, il a été question de la diplomatie adaptée pour une Afrique souveraine. Merci d'avoir répondu à la convocation. C'était un plaisir pour moi. Merci de m'avoir associé à cette séance. Merci aux différents juges pour les angles de regard et d'analyse. Merci à vous,
mesdames et messieurs qui nous avez suivis ici au tribunal de l'actualité. La rigueur d'une justice équitable s'applique sur tous les sujets enrôlés. Au revoir et à demain pour une autre convocation.